Travailleuses, travailleurs, il y a aujourd'hui près de 2 700 000 chômeurs officiellement recensés, sans compter les centaines de milliers d'autres dissimulés dans les stages et autres pseudo-formations. Il y a 14 ans, au début de la crise, il y en avait un peu moins de 500 000. Cette catastrophique augmentation de plus de 500% a traversé 2 septennats et 5 gouvernements. Malgré les discours, malgré les promesses, malgré les engagements, elle s'est accélérée sous les septennats de Giscard et de Mitterrand, sous le gouvernement socialiste comme sous les gouvernements Barre et Chirac qui l'avaient précédé et suivi. Et pour cause, parce qu'aujourd'hui comme hier, les mêmes hommes proposent exactement les mêmes mesures, les mêmes remèdes. Vous les avez entendus comme moi dans cette campagne. Chirac a expliqué qu'il veut donner aux entreprises les moyens de se développer et de créer des emplois. Barre a parlé d'augmenter la compétitivité de nos entreprises. Et Mitterrand a conclu, chez nous, un seul mot d'ordre, moderniser nos entreprises. Ce sont presque les mêmes mots, et c'est la même idée. Les mêmes mots et la même idée que nous avons entendus depuis 14 ans dans la bouche des mêmes Chirac, Barre et Mitterrand qui se sont succédés ou ont partagé le pouvoir depuis 1974. Les mots, c'est favoriser les entreprises. L'idée, c'est favoriser le patronat. Parce que lorsqu'ils parlent des entreprises, cela ne désigne pas les ouvriers qui y travaillent. Cela désigne toujours leurs actionnaires. Ce n'est pas la santé des entreprises qui les intéresse, mais celle du patronat. Et ça fait 14 ans qu'on nous dit la même chose. Souvenez-vous, quand Giscard était président et que Barre était son Premier ministre, on appelait cela des plans de relance. Et il y en a eu plusieurs, aussi inutiles les uns que les autres. Déjà, il s'agissait d'aider le patronat, sous couvert d'aide à l'innovation, d'aide à l'exportation, d'aide à la création d'entreprises, déjà. Février 77, premier plan Barre, 3 milliards de prêts pour les entreprises exportatrices. Un plan acier prévoit la distribution de 1,8 milliard aux patrons de la sidérurgie pour leur permettre de se restructurer. Et on connaît la suite. Mars 77, deuxième plan Barre. 2 milliards sont promis aux petites et moyennes entreprises et 2 autres milliards aux grandes. 78, nouveau plan acier. L'État s'engage à éponger les dettes des barons de l'acier et leur fait cadeau sur le champ de 11 milliards de francs. Dans le même temps, des milliers de licenciements sont annoncés. Fin 78, 10 nouveaux milliards distribués par l'entremise d'un prétendu fonds d'adaptation industrielle. Août 79, 6 milliards de plus sous forme de subventions. Et je pourrais continuer encore longtemps, car les gestes en faveur des entreprises se sont multipliés. Et ce que l'on nous présente comme la solution pour demain, c'est celle d'hier, appliquée en vain depuis 14 ans. Ce n'est pas une solution, c'est une politique pour distribuer des milliards aux propriétaires d'entreprises, car pendant ce temps-là, la courbe de la montée du chômage était parallèle à celle des subventions. C'est comme cela que le grand patronat tirait des caisses de l'État ce qu'il ne pouvait pas tirer du marché qui se rétrécissait. Et les patrons, ils se sont ainsi adaptés pour traverser sans rien perdre les années du début de la crise. S'adapter, cela a voulu dire qu'ils ont cessé d'investir puisque le marché ne se développait plus mais se rétrécissait, et se rétrécissait d'autant plus que le chômage augmentait. Ils ont tout simplement aligné les capacités de production sur le ralentissement du marché, mais sans toucher à leurs profits. Ils ont mis l'économie en veilleuse et ils ont appelé cela restructuration pour les hypocrites et modernisation pour les cyniques. Les patrons se sont arrangés pour produire moins ou la même chose avec moins d'ouvriers, moins de stocks, moins d'investissements, mais autant, sinon plus de bénéfices. Ils n'ont pas modernisé l'appareil productif, ils l'ont réduit et ils le laissent vieillir et s'user. Ils ont pris l'argent de l'État et ils ont licencié les ouvriers. Voilà ce qu'a été la politique d'aide aux entreprises de Chirac, Barre et Mitterrand depuis 14 ans. Plus les patrons recevaient d'argent et plus ils licenciaient. Non seulement
l'État leur a donné des subventions, non seulement il leur a accordé des dégrèvements d'impôts, des exonérations de charges fiscales, mais il leur a fourni sur un plateau, décret après décret, mesure après mesure, de pacte pour l'emploi en pacte pour les jeunes, une main-d'œuvre bon marché, précaire, sans protection. L'un des coups les plus rudes a été porté par un ministre socialiste, Bérégovoy, qui en 82 a raccourci la durée maximum de l'indemnisation du chômage et du coup radié des dizaines, puis au fil des trimestres, des centaines de milliers de chômeurs des différents systèmes d'indemnisation. Bérégovoy, c'est celui-là même, qui exactement à la même époque disait avoir dansé de joie parce que les dividendes des actions boursières avaient recommencé à monter. Les nouveaux pauvres, c'est-à-dire les chômeurs en fin de droit, c'est un cadeau de Bérégovoy. Et les TUC, c'est encore un produit socialiste, QV octobre 84. Et les SIVP aussi, qui datent de février 84, au temps des ministres communistes. Et grâce auxquels, sous prétexte de préparer les chômeurs, jeunes ou moins jeunes, à retrouver du travail, on fournit aux patrons une main-d'œuvre quasi gratuite, puisqu'un SIVP payé 2700 francs touche 2000 francs de l'État et 700 francs seulement de son employeur, par ailleurs totalement exonéré de charges sociales. Et il faudrait encore que le SIVP dise merci. Oui, l'État, les différents gouvernements, qu'ils soient socialistes ou pas, se sont mis à démanteler, un à un, tous les acquis de la réglementation sociale qui protégeait les salariés. Résultat, aujourd'hui, après un septennat Giscard d'Estaing et un septennat Mitterrand, des gouvernements Chirac, Barre, puis socialistes, puis Chirac à nouveau, voilà où l'on en est. La durée légale du travail calculée par semaine, terminée. On calculera à l'année. Cela fera économiser aux patrons les heures supplémentaires. L'autorisation préalable de licenciement, liquidée pour la plupart des entreprises. Quant aux primes maison, à tous ces petits avantages concernant les salaires ou les congés qui avaient marqué la période précédente, ils sont intégrés dans le calcul du SMIC et de toute façon, il n'en est plus question pour les nouveaux embauchés. Car on n'embauche plus que des travailleurs sous contrat, contrat provisoire, contrat formation. Ce sont des travailleurs de passage, tant qu'on veut bien les employer. Et il y a des journalistes, des économistes patentés, c'est-à-dire payés, qui ironisent sur la disparition de la classe ouvrière. Eh bien qu'ils viennent dans les entreprises, qu'ils se renseignent auprès des ouvriers, qu'ils voient leur travail, et ils verront que dans la plupart des entreprises, les salariés embauchés depuis moins de 5 ans sont des travailleurs précaires qui repointeront au chômage entre 2 missions ou entre 2 stages. Et le patronat parle de plus en plus de se débarrasser du SMIC, c'est-à-dire de la notion même de salaire minimum, ce malheureux barrage dressé contre l'avidité patronale. Et oui, il paraît que 4000 francs nets par mois, c'est encore de trop. Tout cela pour réduire la part des salaires, afin de continuer à faire des profits malgré le rétrécissement du marché, produire autant ou plus avec moins d'ouvriers, sans avoir à investir, produire moins s'il le faut, mais ne pas voir diminuer les profits. Et avec l'argent tiré des caisses de l'État, tiré de l'exploitation accrue des ouvriers, tiré des fameuses nationalisations, grassement indemnisées aux actionnaires, la bourgeoisie s'est fait encore plus d'argent, sans développer la production, en cherchant des placements financiers, en spéculant sur les monnaies, les actions, le marché boursier. Et cela a rapporté gros. Et maintenant qu'ils ont de l'argent, à ne plus savoir qu'en faire, les plus gros rachètent les autres, à l'amiable ou pas, en plein jour ou en secret, en passant par la bourse et les OPA déclarés ou sauvages. Ils ne rachètent pas pour créer des emplois. Au contraire, ils licencient le plus souvent. Ils agrandissent leur empire, mais ils réduisent l'appareil productif. Cela affaiblit l'économie, met sur le pavé des millions de travailleurs, menace la vie de régions entières, mais cela sauvegarde les profits. Oui, pendant qu'une partie de la population s'appauvrit, une minorité s'enrichit et vit aujourd'hui mieux qu'elle n'a jamais vécu, et cela aux dépens de toute la société.
car on ose nous dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent pour les retraités, plus d'argent pour les chômeurs, plus d'argent pour la sécurité sociale. Tous ces systèmes qu'on nous a présentés pendant des années comme le fleuron de la législation sociale française, voilà qu'ils n'étaient valables qu'en période d'expansion, quand il y avait beaucoup de cotisants et peu de chômeurs. Mais en période de crise, au moment où justement ces protections devraient être utiles, voilà qu'elles s'effondrent, car ce sont les pauvres qui payent pour ces systèmes et pas les riches. On parle aujourd'hui de revenir sur l'âge de la retraite, car il y aurait trop de retraités et pas assez de travailleurs en activité pour alimenter les caisses. Quand le gouvernement socialiste a institué la retraite à 60 ans, il a été au-devant du souhait de très nombreux travailleurs, et ce fut une bonne chose. Mais ça ne s'est pas traduit par de nouvelles embauches, et ces mises à la retraite équivalaient à des réductions d'effectifs, sauf que ce n'étaient pas les patrons ou les assédictes qui payaient, mais les caisses de retraite. Et les caisses de retraite, elles n'ont pas pu tenir le coup. Oui, la société est en train de revenir en arrière. Et si nous laissons faire, nous, les travailleurs, nous risquons de retrouver les conditions de vie de nos grands-parents. Stopper cette marche arrière, en finir avec cet appauvrissement à sens unique, obtenir un véritable partage des richesses, c'est pourtant possible, malgré ce que disent les économistes, les spécialistes, journalistes et hommes politiques qui s'entendent tous pour nous faire accepter cela comme une fatalité. Parce que sauver l'économie, ce n'est pas sauver les bénéfices du patronat, comme le prétendent de la même façon Barre, Chirac et Mitterrand. Sauver l'économie, c'est sauvegarder les moyens d'existence des travailleurs et de toute la population, afin d'élargir le marché et pas de le réduire. Et oui, nous considérons notre emploi et notre salaire comme aussi sacrés que leurs bénéfices à eux. Ce n'est pas la charité que nous demandons, c'est notre dû. Nous ne voulons pas devenir des pauvres à qui l'on promet une aumône, et encore, juste le temps d'une campagne électorale. Nous voulons gagner notre vie en produisant ce qui est utile à l'ensemble de la population. Ma formation à moi, elle ne vient que de mon expérience de militante syndicale et politique. Et elle m'a appris à ne jamais faire confiance aux hommes qui représentent le patronat. Mais cela m'a appris aussi à faire confiance aux travailleurs. Je sais bien que beaucoup de travailleurs pensent que pour les affaires politiques, il faut faire confiance aux hommes politiques qui ont l'habitude des dossiers, l'habitude des discours et qui ont des amis dans la place. Mais justement, leurs amis ne sont pas nos amis. Et leur compétence, c'est au service des puissants qu'ils l'utilisent et pas au service des petits. Pour nous, travailleurs, la compétence, c'est de savoir nous défendre nous-mêmes. On va nous dire que ce n'est pas possible, qu'une augmentation des salaires ruinerait l'économie, qu'on ne peut pas obliger les patrons à embaucher, que le pays n'y résisterait pas. Mais c'est ce qu'on disait avant 1936. Et puis comme par miracle, il y a eu les augmentations de salaire et les congés payés et la diminution de l'horaire de travail. C'est ce que l'on disait aussi avant 68. Et puis du jour au lendemain, ce qui était impossible est devenu possible. Et la bourgeoisie n'a été ruinée ni en 36 ni en 68, mais elle a cédé. Pourquoi? Parce qu'en 36 comme en 68, les travailleurs ont su collectivement exiger leur dû, se faire respecter et surtout se faire craindre. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Les profits existent. Et le partage de ces profits entre le patronat et les travailleurs ne dépend pas de lois économiques inconnues, mais simplement du rapport de force entre les uns et les autres. Je crois que des millions de travailleurs savent que ni Barre, ni Chirac, ni Mitterrand ne feront autre chose que de défendre les intérêts de nos adversaires. Si je me présente à cette élection, c'est pour qu'au moins quelqu'un parle au nom des intérêts des travailleurs et pour demander à tous les travailleurs qui pensent que j'ai raison, qui en ont assez de tous ceux qui nous ont trompés et nous trompent encore, de s'exprimer eux aussi le 24 avril par leur bulletin de vote en votant pour moi. Pas pour m'élire, pas pour me permettre de faire carrière, mais pour affirmer qu'ils approuvent les idées que je défends. Je leur demande
de ne pas se laisser prendre au piège du vote qu'on nous dit utile. On ne vote pas utile quand on vote contre ses idées et surtout contre ses intérêts. Il y a des grands candidats avec des petites idées et des petits candidats avec des grandes. Votez pour vos idées et pas pour les adversaires des travailleurs. Votez contre tous ceux qui nous ont toujours menti. Vous pourrez le faire en votant pour moi.